Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une étude assez clé, je crois, commandée par le partenariat énergétique algéro-allemand. Oui, tout à fait. Une étude prospective sur le potentiel de l'Algérie pour l'hydrogène vert et le Power-to-X. Exactement, le Power-to-X. C'est la transformation d'électricité renouvelable en d'autres énergies comme l'hydrogène, l'ammoniac. C'est ça. Et notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer cette étude, voir les atouts de l'Algérie, les défis aussi, et puis la trajectoire possible. Absolument. L'idée, c'est de voir si l'Algérie peut devenir un acteur important de cette économie de l'hydrogène d'ici 2030 ou peut-être 2050. D'accord, donc on va regarder le potentiel, les technos, les coûts. Oui, les coûts, les usages possibles et puis cette fameuse feuille de route proposée. C'est crucial pour la décarbonation et la diversification économique et du pays. Alors, commençons par le potentiel. L'étude dit qu'il est important. Pourquoi? Qu'est-ce qui le rend si spécial? D'abord et avant tout, les ressources renouvelables. Elles sont exceptionnelles là-bas. Surtout le solaire photovoltaïque, le PV. Il y a d'immenses zones très bien exposées. Le Sahara, j'imagine. Principalement, oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un atout industriel non négligeable. Les infrastructures gazières qui existent déjà. Ah oui. Comment ça? Certains pipelines, notamment ceux qui vont vers l'Europe, pourraient être adaptés pour transporter de l'hydrogène, peut-être en mélange avec le gaz au début, hein. Intéressant. Et il ne faut pas oublier l'expertise algérienne dans le gaz et aussi dans la production d'ammoniac. Bon, c'est de l'ammoniac gris pour l'instant, fait à partir de gaz fossile, mais le savoir-faire est là. D'accord, cette synergie renouvelable, infrastructure, savoir-faire. Mais cet hydrogène vert, comment on le produit concrètement? Et surtout, à quel coût? Alors, l'hydrogène vert, la définition, c'est produit par électrolyse de l'eau. Et attention, il faut de l'eau pure, donc souvent de l'eau désalinisée dans un contexte comme l'Algérie. Ok. Eau désalinisée. Et l'électricité pour cette électrolyse de venir uniquement de sources renouvelables, solaire et éolien. C'est ça qui le différencie du gris, fait à partir de méthane, ou du bleu, qui est comme le gris, mais avec capture du CO2. Et les technologies d'électrolyse. Les principales, on a l'alcaline, l'AEL, c'est la plus mature, on va dire, et puis la PEM, la membrane échangeuse de protons, qui est plus flexible, plus réactive, et aussi la SOEC, haute température, mais c'est moins développé pour l'instant. Bon, venons-en au nerf de la guerre, les coûts. Ce fameux LCOH, le coût actualisé de l'hydrogène. Il se situe où? Alors, là, ça varie énormément selon l'endroit où on produit. C'est logique, moins cher près des grandes fermes solaires ou éoliennes. Mais le facteur qui domine tout, mais vraiment tout, plus de 50% du coût final, c'est le prix de l'électricité renouvelable. D'accord, donc le coût du kilowattheure solaire ou éolien est absolument déterminant. Exactement. L'étude donne des estimations pour 2030. Une bonne partie du potentiel solaire pourrait donner un hydrogène entre 3 et 3,5 dollars US le kilo. 3,5 dollars. Voilà. L'éolien, pour être un peu moins cher, peut-être 1 dollar de moins en moyenne, mais ouais, il demande beaucoup beaucoup plus de surface au sol. Ah oui, l'emprise au sol de l'éolien. Et le coût de l'eau alors? Hmm. On entend souvent que le dessalement, c'est un gouffre financier. Eh bien, c'est un point très intéressant de l'étude, un peu contre-intuitif. Le coût du dessalement et du transport de l'eau, ça représenterait moins de 0,2 dollars par kilo d'hydrogène. Moins de 0,2 dollars. Hmm. C'est Très peu. c'est très peu, finalement. Oui, économiquement, ce n'est pas le frein principal. Ça ne veut pas dire que la gestion de la ressource en eau n'est pas un enjeu stratégique, bien sûr, mais sur le LCOH direct, son poids est limité. Fascinant. Bon, on a ce potentiel, on a une idée des coûts. Comment on transforme ça en une vraie filière industrielle? L'étude propose une feuille de route. Oui, elle esquisse une stratégie en 3 phases. D'abord, d'ici 2030, c'est la phase de pilotage. Projet pilote, démonstrateur, R&D et surtout mettre en place le cadre réglementaire. La gouvernance, parce qu'aujourd'hui, il y a des lacunes, c'est clair. L'objectif, c'est de faire bêcher les coûts initiaux. Phase 1, préparation en gros. Et après, Phase 2, disons 2030-2040, là c'est la montée en puissance, on développe des clusters industriels, on adapte les ports, on crée un vrai marché, peut-être les premières exportations. et la phase 3. Après 2040, l'objectif c'est d'avoir un marché mature, compétitif à l'international. D'accord. Et cet hydrogène, il servirait à quoi? On parle beaucoup d'export vers l'Europe, mais j'imagine qu'il y a des usages en Algérie même. Ah oui, et c'est essentiel. Si, le raffinage. Et pour l'énergie, oui, production d'électricité. On peut le co-brûler avec du gaz naturel dans les turbines existantes.
Et puis le transport lourd, bus, camions. C'est un potentiel important. Et l'export alors? L'Europe, c'est la cible. C'est la cible principale, oui. Soit par les pipelines existants, comme le Medgaz vers l'Espagne. Bon, la capacité pour de l'hydrogène pur sera limitée au début, faut pas se leurrer. Ou alors, Ou alors, sous forme d'ammoniac vert, c'est beaucoup plus facile à transporter par bateau, comme on fait déjà pour l'ammoniac gris. C'est une piste jugée très prometteuse dans l'étude. et injecter directement l'hydrogène dans le réseau de gaz naturel algérien, ça c'est envisagé? Techniquement, c'est possible, mais à faible pourcentage. Disons 5%, peut-être 10-15% d'hydrogène dans le gaz, ça demande des adaptations mineures. Mais au-delà? Au-delà de 20%, ça devient plus compliqué. Il y a des questions de sécurité, de compatibilité des appareils chérigeants, la fragilisation possible des tuyaux, et puis l'hydrogène est moins dense en énergie, donc il faut compenser. C'est pas simple. On voit bien le potentiel, la stratégie, mais on sent aussi que les défis sont Énorme. considérables, oui. Le premier, c'est la compétitivité économique. Face au gaz naturel, l'hydrogène vert est encore cher. Ensuite, l'étude le souligne vraiment. Il faut absolument un cadre légal, réglementaire, institutionnel qui soit clair, stable et incitatif. Sans ça, les milliards d'investissements nécessaires ne viendront pas. Et les ressources. L'eau, le terrain, voilà. L'eau, même si son coût direct est faible, sa gestion est cruciale dans un pays comme l'Algérie. Et puis l'occupation des sols, surtout si on mise beaucoup sur l'éolien. Et bien sûr, il faut développer ou adapter toutes les infrastructures de transport et de stockage. C'est un chantier immense. Donc, si je résume, Sam, un potentiel considérable, vraiment, tiré par le soleil et une partie des infrastructures gazières. Mais la réalisation, elle dépend d'investissements massifs, d'une stratégie politique très claire et d'un cadre réglementaire qui tienne la route. C'est tout à fait ça. Si ces conditions sont réunies, alors oui, cette filière hydrogène peut vraiment aider l'Algérie pour ses objectifs climatiques, attirer des financements verts, diversifier son économie loin des hydrocarbures et décarboner des secteurs clés. Ça ouvre une question intéressante pour finir, non? Oui, une question stratégique fondamentale, je pense. Face à ces besoins énormes en eau, en terrain, en capitaux surtout, si l'Algérie vise l'exportation massive vers l'Europe, comment trouver le bon équilibre entre satisfaire ses propres besoins urgents de décarbonation et ce rôle potentiel d'exportateur majeur d'énergie verte? Quel arbitrage faire? C'est sans doute là une des clés pour l'avenir de cette filière. Notre objectif, c'est de bien comprendre les défis, les vrais défis de cet environnement extrême pour l'éolien, le photovoltaïque et ce que ça veut dire pour les coûts. Oui, tout à fait. Les documents qu'on a consultés montrent un potentiel solaire et éolien immense, mais ils soulignent aussi des contraintes qu'on oublie souvent. Le sable, la chaleur. Des choses très concrètes. Exactement. Et ça impacte directement les technologies. Du coup, ça nous amène à questionner un peu la fiabilité de certaines estimations de coûts, comme le LCOH, le fameux coût actualisé de l'énergie, surtout si on ne prend pas en compte ses spécificités. Parlons de l'éolien pour commencer. Bon, sur le papier, ça a l'air idéal. Du vent fort, de l'espace à perte de vue au Sahara, Oui. mais le sable, ça c'est un vrai problème d'après les sources. On parle d'érosion très rapide des pales. Ah oui, c'est un souci majeur. L'érosion, ça abîme le profil des pales, leur aérodynamisme, et ça peut faire chuter la production d'énergie jusqu'à 20% parfois. 20%, C'est énorme. c'est énorme. Et ce n'est pas tout, le sable il s'infiltre partout, dans les moteurs, les filtres, les roulements, ça use tout beaucoup plus vite. Ça réduit la durée de vie des équipements, en fait. Voilà. Et puis il y a les températures extrêmes, ça fatigue les matériaux, et l'électronique, elle risque la surchauffe. Donc, conséquence directe, les coûts de maintenance qui grimpent en flèche. Il faut nettoyer tout le temps, j'imagine. Utiliser des matériaux plus costauds. C'est ça, des revêtements anti-érosion, des systèmes bien étanches, des systèmes de refroidissement plus performants, tout ça, ça existe. Oui, techniquement, c'est faisable. C'est faisable, mais ça a un coût. On parle de surveillance par drone, d'équipes spécialisées qui doivent aller dans des zones isolées. C'est pas anodin, ni à l'achat, ni pour l'exploitation. D'accord. Et pour le photovoltaïque, le PV, là, l'atout maître, c'est l'ensoleillement exceptionnel. Évidemment, c'est la grande force. Mais là aussi, le désert se rappelle à nous. L'encrasement des panneaux par la poussière, le sable, le soiling, comme on dit. Exactement, le soiling, c'est le problème numéro 1 pour le PV au Sahara. Ça peut réduire le rendement de 30%, parfois même plus si on ne nettoie pas très régulièrement. 30%,
C'est considérable aussi. Oui, et il y a aussi l'abrasion. Le sable qui est transporté par le vent finit par rayer les verres des panneaux, ce qui réduit leur performance à long terme. Et la chaleur? Ah, la chaleur. C'est l'autre grand ennemi du PV. Au-delà de 25 degrés Celsius, et au Sahara on y est souvent, chaque degré en plus fait perdre environ 0,4 à 0,5% d'efficacité. Ça s'accumule vite. Ce qui rend le nettoyage régulier absolument vital. Mais comment on fait avec l'eau qui est si rare là-bas? Bah voilà, c'est tout le paradoxe. C'est le gros défi logistique et économique. Il y a des solutions, hein. Des robots qui nettoient à sec, des revêtements spéciaux qui repoussent la saleté. Mais ça coûte plus cher. Et évidemment, c'est un coût supplémentaire non négligeable. Donc pour résumer, l'éolien, c'est surtout l'usure mécanique par le sable. Le PV, c'est l'encrassement et la chaleur. Et c'est là qu'on arrive à cette analyse critique d'un rapport sur le potentiel Power to X en Algérie, c'est-à-dire produire de l'hydrogène vert à partir de cette électricité renouvelable. Ce rapport, d'après nos sources, était peut-être un peu optimiste. C'est ce que pointe l'analyse critique, oui. Elle suggère que le calcul du LCOH dans ce rapport a omis ou en tout cas fortement sous-estimé certains points cruciaux, Comme comme l'impact réel du soiling sur le PV et de l'érosion sur l'éolien, ou encore les pertes de rendement dues à la chaleur pour les panneaux solaires. donc tous ces surcoûts dont on vient de parler, le nettoyage fréquent, la logistique compliquée dans des zones isolées, les matériaux spéciaux, ils ne seraient pas bien intégrés dans le calcul. C'est ce que l'analyse laisse entendre. Le rapport utiliserait des facteurs de capacité, disons, un peu idéaux, sans compter les pertes réelles ni les coûts d'adaptation des équipements. D'accord. Et même pour le transport de l'hydrogène, l'analyse critique suggère que les coûts liés à l'adaptation des gazoducs seraient sous-évalués. Transporter de l'hydrogène, c'est techniquement plus complexe et cher que le gaz naturel. Alors, si on prend tout ça en compte, le coût réel de production, le LCOH, il pourrait être bien plus élevé que ce qui était annoncé, non? Oui, l'analyse évoque un risque non négligeable. Ça change complètement la donne pour la compétitivité et la viabilité économique des projets, non? Complètement. Le risque, c'est que si les investisseurs découvrent ces coûts cachés plus tard, ça pourrait freiner, voire stopper des projets. D'où l'importance capitale, et c'est vraiment le cœur du sujet ici, d'avoir une évaluation des coûts qui soit vraiment rigoureuse dès le départ. C'est exactement ça. Le message principal qui ressort, c'est vraiment cette nécessité absolue d'adopter des méthodes d'estimation du LCOH beaucoup plus réalistes pour le contexte saharien. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut intégrer systématiquement des coefficients pour les pertes, l'encrassement, l'érosion, la chaleur. Il faut chiffrer précisément les surcoûts liés à la maintenance spécifique au désert, à la logistique, à l'adaptation du matériel. Avoir une vision complète en somme. Une vision lucide et complète. Sans cette rigueur, on risque de construire sur des fondations fragiles, de bâtir sur du sable, si j'ose dire. Donc, pour conclure, le potentiel du Sahara algérien pour les renouvelables est immense. C'est indéniable. Mais il faut aborder son exploitation avec beaucoup de réalisme, reconnaître et intégrer ces contraintes sévères du désert dès la conception, dès l'évaluation économique, c'est la condition sine qua non. Pour passer du potentiel à la réalité durable. Tout à fait. Une estimation honnête et rigoureuse des coûts, incluant toutes ces spécificités, c'est indispensable pour sécuriser les projets et éviter les désillusions futures. Et ça nous laisse avec une réflexion intéressante pour la suite, au-delà de la technique et des chiffres, comment on gère sur le long terme les aspects humains, la ressource en eau, la logistique, pour faire tourner ces gigantesques installations pendant des décennies dans un environnement aussi exigeant. C'est un autre défi majeur. Absolument, une question essentielle pour l'avenir.